toutes, bonjour à tous, bienvenue dans À l'air libre. Nous sommes le mardi 15 septembre 2020. Au sommaire de cette édition, une mère puissante dans À l'air libre, Fatima Wassak, politologue, fondatrice du Front de mer, militante anti-discrimination. On prend avec elle le pouls de cette rentrée. La rentrée, c'est aussi dans les quartiers populaires la pauvreté qui s'amplifie avec le Covid. À Clichy-sous-Bois, le collectif Assez le Feu continue à distribuer à la population des produits de première nécessité. Reportage. Et puis direction l'Allemagne. Dans un instant, on revient sur l'opération de com de l'Elysée concernant l'affaire Navalny avec François Bonnet de la rédaction À l'air libre, épisode de saison 2. C'est parti! Il va de mieux en mieux et il a communiqué lui-même sur son état de santé sur son compte Instagram. L'opposant Alexei Navalny, qu'on voit ici sur son lit d'hôpital à Berlin, en Allemagne, il écrit « J'ai pu respirer seul toute une journée ». Presque un mois après l'empoisonnement dont il a été victime le 20 août. C'est toute cette séquence qu'on va décrypter avec toi. Salut François Bonnet. Salut Valentine. Alors, que sait-on de plus sur Navalny à ce jour ? C'est qu'effectivement, son état de santé s'améliore. Après 3 semaines de coma artificiel, là, il peut être libéré d'un respirateur artificiel depuis hier ou avant-hier. Ouais. Il arrive à se lever très rapidement et il parle. Et ça, c'est important parce que lundi, par exemple, il a parlé... Conversation brève avec un procureur fédéral allemand au sujet de l'enquête qui est engagée concernant son empoisonnement. Et puis il a dit et fait dire par ses proches que dès qu'il serait rétabli, il entendait bien retourner en Russie et reprendre son combat contre la corruption. C'est une question qui va se poser dans les semaines ou dans les mois à venir. On verra l'état de récupération physique et intellectuelle de Navalny. Est-ce que les autorités russes vont l'autoriser à rentrer à Moscou? Et il a de la mémoire, a priori, il se souvient. Il semble. Ce qui est intéressant. Alors, je veux juste dire que cette récupération de Navalny, après un empoisonnement au Novichok qui n'est plus discutable, puisque 3 laboratoires allemands, français, suédois arrivent aux mêmes conclusions, c'est qu'il s'agit bien d'un agent neurotoxique de la famille du Novichok, c'est que cette amélioration de l'état de santé, paradoxalement, relance toutes les théories complotistes sur le thème « si au bout d'un mois, il commence à récupérer, c'est pas si grave que ça, peut pas être ça. C'est pas l'histoire qu'on nous raconte, etc. » Et je voudrais juste dire 2 choses à ce sujet. La première, c'est Sergueï Skripal, empoisonné au Novichok, en Grande-Bretagne en 2018. Il peut être soigné et il peut être sauvé. À côté de ça, il y a quand même une personne qui est décédée, son voisin, parce que le couple d'agents russes qui organisait l'empoisonnement de Skripal a jeté une série de matériel qui ont été ramassés par ce voisin qui, lui, est décédé. Deuxième chose qu'on ne souligne jamais assez dans cette affaire, Navalny décolle de Tomsk et aussitôt saisi de mots abominables qui sont les premiers symptômes de son empoisonnement. Et ce qu'il se passe et qui n'était pas prévu, c'est que l'avion atterrit en urgence à Omsk, à 40 minutes environ de Tomsk. Mais normalement, le vol Tomsk-Moscou, il doit durer au moins 4h30. 4h30, on peut penser que si l'avion n'avait pas décidé d'atterrir, si les pilotes n'avaient pas accepté la demande des proches de Navalny d'atterrir en urgence à Omsk, l'avion, une fois arrivé à Moscou, Navalny était très vraisemblablement mort. Alors, plusieurs dirigeants ont réagi au fil des dernières semaines sur cette affaire Navalny. Et hier, Emmanuel Macron, il a tapé du poing sur la table. Il a sorti son petit communiqué, donc l'Élysée, un communiqué dans lequel le président de la République parle d'un acte criminel et d'une tentative d'assassinat. Il demande, attention, une clarification de la part de la Russie. Il est bien ce communiqué. Il est clair, mais il est très en retard. Et ce qu'il y a d'intéressant dans cette crise, et c'est ce que me disait un diplomate français hier, c'est que la France est toujours un ton en dessous et avec un temps de retard par rapport à l'Allemagne. Alors, il y a eu hier matin cette conversation téléphonique, en fait, entre Macron et Poutine, et c'est là que Macron demande une enquête impartiale, etc. Donc, le communiqué, il n'y a rien à dire. Ce qu'il y a de plus intéressant, c'est pourquoi la France est en retrait par rapport à l'Allemagne sur cette question, et une Allemagne qui, elle, surprend beaucoup de pays européens par la virulence de sa réaction. Une espèce de fermeté. Alors, justement, effectivement, face à ce communiqué qui arrive donc hier, Angela Merkel, elle, a réagi non pas par un communiqué, mais face caméra. Et c'était
Alors, juste avant qu'on regarde Angela Merkel, c'est que le communiqué de l'Élysée intervient quelques heures après que le porte-parole du gouvernement allemand d'abord révèle qu'un laboratoire français, un laboratoire militaire et un laboratoire suédois arrivent aux mêmes conclusions que c'est les Allemands et confirment qu'il s'agit bien d'un empoisonnement au Novichok. Et puis le porte-parole fait des déclarations très très dures, annonce que l'Allemagne a transmis des échantillons à l'Organisation internationale pour les armes chimiques, puisque le Novichok est une arme chimique interdite par les traités internationaux que la Russie a signés, et demande pour la 5e, 6e, 7e fois à la Russie des explications circonstanciées. Et le communiqué de l'Élysée arrive une demi-journée plus tard. Et il est un peu plus soft, on va dire, que cette prise de parole du porte-parole de l'Allemagne. On pourrait, par exemple, savoir quel est précisément le laboratoire français qui a procédé à ces analyses, et peut-être en savoir un peu plus sur les analyses. Or, on n'en sait pas plus par la France. Donc, Angela Merkel, elle, dont la parole peut être mise au même niveau que celle d'Emmanuel Macron, elle a pris la parole 12 jours avant Macron et l'a pas fait par communiqué, elle l'a fait face caméra. On l'écoute. Alexei Nawalny wurde Opfer eines Angriffs mit einem chemischen Nervenkampfstoff der Novichok-Gruppe. Dieses Gift lässt sich zweifelsfrei in den Proben nachweisen. Damit ist sicher, Alexei Nawalny ist Opfer eines Verbrechens. Wir erwarten, dass die russische Regierung sich zu diesem Vorgang erklärt. Es stellen sich jetzt sehr schwerwiegende Fragen, die nur die russische Regierung beantworten kann und beantworten muss. Das Schicksal Alexei Nawalnys hat weltweite Aufmerksamkeit erlangt. Die Welt wird auf Antworten warten. Ta réaction? Tout le monde a été surpris par la rapidité et la virulence de la réaction du gouvernement allemand. D'autant plus que Merkel, historiquement, a construit, pas seulement Merkel, Schröder avant elle, un partenariat stratégique avec la Russie. Donc les liens entre l'Allemagne et la Russie sont beaucoup plus importants, aussi en termes économiques, énergétiques, politiques, que les liens entre la France et la Russie. Et donc cette réaction marque un tournant dans la politique russe de l'Allemagne, parce qu'on n'a jamais vu ça. Et ça peut annoncer quand même des choses très importantes. Alors, juste avant qu'il ne soit empoisonné, Navalny était donc, tu l'as dit, dans la ville de Tomsk, d'où il a produit une vidéo sur sa chaîne YouTube, un peu en mode peur sur la ville. Là, il surplombe Tomsk, il y a force d'effets spéciaux, il parle à la caméra, il accuse. Il se met en scène, c'est assez habile, ça peut faire sourire, mais est-ce que c'est pas ça, ce côté électron libre, qui tétanise le pouvoir russe, le régime russe? Alors, ce qui tétanise le pouvoir russe, c'est surtout la qualité des enquêtes menées par les équipes Navalny. Cette simple vidéo sur Tomsk, mise en ligne il y a 3 semaines, elle a déjà été vue sur YouTube 4,5 millions de fois. En tout, ces vidéos d'enquête ont été vues plus de 100 millions de fois. Alors, il y a un peu l'aspect film main basse sur la ville, puisqu'il décrit comment les élus locaux ont mis la main sur et quasi privatisé pour leur seul bénéfice les principaux services publics, l'électricité, l'eau, les travaux publics, l'urbanisme, etc., qu'il y a un clan qui a mis la main sur la ville. Mais il y a eu d'autres vidéos incroyables en termes de qualité d'enquête des équipes Navalny, en particulier une sur l'ancien Premier ministre Medvedev et son empire immobilier. Donc la révélation maintenant depuis plusieurs années, ça fait environ 7 ans, que ces vidéos sont régulièrement postées et ont un succès considérable, de la corruption du parti présidentiel et des différents clans autour de Poutine a quand même un impact très lourd, en particulier auprès des jeunes, en particulier auprès des classes moyennes. Et Navalny fait toujours la pédagogie politique de ces révélations sur la corruption. C'est-à-dire, c'est de dire aux jeunes, vous voyez, vous ne pourrez pas progresser, parce que toutes les places sont prises par les corrompus. Il dit aux classes moyennes, vous voyez, vous, pareil, vous ne verrez pas votre revenu s'améliorer, parce qu'il y a l'évasion fiscale, il y a les milliards et les dizaines de milliards de dollars de détournés. Donc tout ça, quand même, pèse très lourd. Et pour finir, le titre d'un de tes récents articles sur l'affaire qui fait parler nos abonnés, pourquoi le régime russe a empoisonné Alexei Navalny.
pas de conditionnel dans ce titre. Ouais. Et certains de nos lecteurs, lectrices se disent mais où sont les preuves, pour ne pas Où reprendre une fameuse phrase qui nous a souvent été tendue. J'ai fait ce titre après avoir mûrement réfléchi. Par exemple, je n'ai pas mis pourquoi Vladimir Poutine a empoisonné Alexeï Navalny. C'est la distinction. Il faut souligner, alors les preuves, elles sont derrière nous. Les preuves, c'est plus de 10 personnes empoisonnées ces 20 dernières années. C'est plus de 20 personnes assassinées par arme à feu ces 20 dernières années. C'est une élimination quasi systématique des opposants ou alors leur exil. L'ancien champion d'échecs Kasparov, l'oligarque Khodorkovsky. Et surtout, c'est jamais de coupables ou quelques sous-fifres. Voilà, il y a quelques exécutants qui ont été condamnés. Généralement, c'est les milieux criminels tchétchènes qui servent de main-d'œuvre à ça, mais les commanditaires ne sont jamais condamnés. Donc c'est ce système d'impunité. Et puis là, on parle de Novichok. C'est pas rien. C'est une arme militaire, une arme chimique interdite. Les arsenaux et les laboratoires militaires russes sont parfaitement bien gardés. Tout ça ne se promène pas dans la nature, etc. Et par ailleurs, le dernier empoisonnement en Novichok, c'est celui de Sergei Skripal. Les 2 agents russes qui l'ont commis ont été identifiés par la justice britannique. On sait qui c'est. L'empoisonnement de Litvinenko au polonium, il y a un peu plus de 10 ans, eh ben, son auteur, on sait qui c'est. C'est un dénommé Lugovoy, qui, du reste, a été promu député à la Douma, à l'Assemblée russe, et qui... Non mais vraiment, on n'y croit pas. Et qui préside la commission d'enquête. Parce qu'ils ont décidé d'ouvrir une sorte de comité d'enquête concernant Navalny. Et c'est ce Lugovoy, assassin, selon la justice britannique, de Litvinenko, qui est chargé d'enquêter sur les conditions d'empoisonnement de Navalny. Donc des preuves, elles sont sous nos yeux, ou alors on ne veut pas les voir, sachant qu'il faut entendre le régime russe par un État russe au périmètre assez indéfini, avec plusieurs cercles qui entourent Poutine. Bon, il y a un nom qui est régulièrement cité, celui qu'on appelle le cuisinier de Poutine, qui est un dénommé Prigojine. Prigojine, dont tous les experts sécurité du monde entier écrivent, on trouve ça partout sur Internet, dans les rapports officiels, écrivent que Prigojine a fondé la fameuse compagnie de mercenaires Wagner, qui opère en Syrie, qui opère en République centrafricaine, et qui sert en quelque sorte d'armée de réserve et clandestine pour les offensives du Kremlin. Bon, donc, voilà des éléments qui permettent de répondre à il y a tous ces cercles du pouvoir qui permettent de parler d'un régime russe. Et effectivement... D'où ce titre. D'où ce titre. Là, je pense que tu as donné pas mal d'éléments à nos lecteurs et à nos lectrices. Voilà. J'espère qu'ils auront été convaincus. Mais on ne les convaincra pas. On va continuer à écrire et enquêter. Éric Zemmour nous explique quand même que c'est la CIA qui a organisé l'empoisonnement de Poutine et qui organise actuellement la révolution citoyenne en Biélorussie. Donc, bon, voilà. On n'est pas obligé d'écouter Éric Zemmour en même temps. Absolument. Personne ne nous y force. Mais c'est un symptôme. Mais c'est bien de l'avoir dans le coin de la tête. Merci François Bonnet. On se lit dans Mediapart. À bientôt. On accueille maintenant notre invitée. C'est une militante, une politologue, une habitante des quartiers populaires, plein d'autres choses encore, une mère. Elle va d'ailleurs nous expliquer la différence entre mère et maman. Fatima Wassak est dans À l'air libre. Bonjour Fatima Wassak, pardon d'avoir écorché votre prénom. Bienvenue. Vous êtes politologue, fondatrice du Front de Mer, la première association de parents d'élèves des quartiers populaires, également fondatrice de l'organisation féministe Classe, Genre, Race. Et vous publiez à la découverte ce livre, La puissance des mères pour un nouveau sujet révolutionnaire. Pourquoi c'est un sujet révolutionnaire, les mères ? Parce qu'on attend des mères... jusqu'à aujourd'hui, de faire tampon, de jouer un rôle de reproduction sociale, de maintien de l'ordre au sein des foyers, dans la chaleur affective des familles, alors qu'elles font le monde et qu'elles pourraient en réalité être un facteur de rupture et de changement social radical.
et dans le cadre d'une auto-organisation des mères, donc en solidarité notamment dans les quartiers populaires, et aussi dans le cadre du projet pédagogique qu'elles ont vis-à-vis de leurs enfants. À travers ce projet, elles peuvent aussi faire rupture dans la société. C'est-à-dire que faire tampon, jouer l'apaisement, c'est finalement jouer contre ses enfants ? Oui, absolument. Alors, c'est Ça pas peut volontaire. avoir l'air contradictoire quand on le dit comme ça. Tout à et on fait. dit, bah, tiens, et c'est pour ça que ça marche bien. Ouais. C'est pour ça que ça marche bien, parce qu'effectivement, les mères ne veulent pas de mal à leurs enfants, elles veulent les protéger. Dans une société qui est très violente, dans un contexte hostile où il y a beaucoup de violences sociales. Donc, et pour protéger leurs enfants, elles ont tendance à tempérer leur colère, à être plutôt dans le déni par rapport aux violences que l'enfant subit, aux discriminations, aux humiliations que l'enfant subit. Mais c'est bien pour protéger l'enfant, pour protéger y compris la dignité de l'enfant. Mais en même temps, c'est pour moi une certaine forme de trahison de l'enfant. Parce que voilà, ça participe à détruire la confiance en soi de l'enfant et ça a un fort impact sur sa santé mentale. Mère et maman, c'est pas pareil. C'est deux mots différents oui. qui représentent deux réalités différentes. Vous êtes mère, maman, les deux, et c'est quoi la différence ? Alors, je suis les deux parce qu'effectivement, mes enfants ne m'appellent pas mère, ils m'appellent maman. Donc, je suis bien la maman de mes enfants, de mes deux enfants. Par contre, lorsque ce terme maman est mobilisé, notamment dans les politiques publiques, et notamment les mamans des cités, il y a tout de suite une connotation très infantilisante. Alors, je donne l'exemple dans le livre de mères qui ont traversé la Méditerranée avec leurs enfants sur le dos, qui ont échappé au viol comme arme de guerre, aux inondations liées au dérèglement climatique, au camp là-bas en Afrique. Elles ont traversé tout ça, donc ce sont des mères totales. Et pourtant, arrivées en France, on les soumet à des dispositifs parentalité où on leur apprend à être des mères, en fait. Voilà. Et comme si elles avaient besoin, elles, qu'on leur apprenne, qu'on les éduque dans l'éducation de leurs enfants. Et c'est là où je suis, dans le livre, en rupture avec ce qualificatif de maman des cités, en disant nous ne sommes pas des mamans, nous sommes des mères, donc un acteur politique qui peut s'avérer redoutable si on touche à un cheveu de nos enfants. C'est aussi pour refuser ce côté très affectif qu'on recherche, notamment dans les quartiers populaires, avec des représentations sur les mères dans la culture maghrébine, méditerranéenne. Un peu comme le grand frère d'une certaine figure. Exactement, où on joue sur le fait que les jeunes hommes des quartiers populaires, cette classe dangereuse, va avoir pitié de sa maman qui va pleurer le soir s'il rentre trop tard, s'il traîne trop dans le quartier, etc. Donc on joue beaucoup sur ce côté affectif pour appeler les mères à retenir par la manche leurs fils dans les appartements. Alors, dans La puissance des mères, vous revenez aux origines de la mobilisation des mères. Vous rappelez que c'était d'abord en signe de protestation contre les violences policières. Vous évoquez les folles de la place Vendôme qu'on voit sur ces images d'archives, des mères qui ont décidé de se réunir à Paris devant le ministère de la Justice pour protester contre les assassinats racistes de leurs enfants par de simples citoyens ou par la police. Elles se sont inspirées du modèle des folles de la place de Mai en Argentine, dont les proches étaient victimes de la junte militaire dans les années 70. Ces images qu'on voit avec le grain des années 80, c'était il y a 35 ans. Donc des mères déjà qui manifestaient contre les violences racistes, dont les violences policières. Vous diriez qu'aujourd'hui, la situation, elle a progressé ? Alors déjà, j'ai parlé effectivement des folles de la place Vendôme dans le livre pour rendre hommage et pour visibiliser cette lutte. Alors, déjà, dire que ces images sont les images de l'agence Immédia, Mogni Sadala, qui a fait tout un travail de transmission. Et c'est important de transmettre les luttes, en fait, et notamment les luttes de l'immigration et des quartiers populaires. Et c'est aussi pour dire que ce levier que sont les mères dans les quartiers populaires, c'est vraiment quelque chose qu'on peut mobiliser pour changer la donne. Alors, elles se sont mobilisées, elles, à l'époque, contre les crimes racistes et les crimes policiers. Et il y en a eu beaucoup, enfin il y en a encore aujourd'hui, mais il y en avait beaucoup dans les années 70-80, on n'était pas loin de la guerre d'Algérie. Il y a eu beaucoup de crimes à ce moment-là. Et alors elles ont retourné le stigmate de la folle, ça je trouve ça très intéressant en fait, parce qu'on leur disait mais va pleurer chez toi, espèce de folle. Et donc on les a chassées de l'espace public. C'était une manière de dire ok, je suis folle effectivement de colère et de rage et je ne me laisserai pas faire et je viens dans l'espace public. Et alors il y a une continuité avec ce qui se passe aujourd'hui, la mobilisation des mères dont je parle dans le livre aujourd'hui, mais en même temps, on n'est plus aujourd'hui, lorsque les mères se mobilisent, elles n'attendent pas que leurs enfants soient morts en fait. En tout cas pour ce qui concerne le front de mer, c'est dès la naissance. C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience du fait que
Voilà, il y a une prise de conscience. Donc les mères comme sujet révolutionnaire, c'est dès la naissance de nos enfants, en réalité, dès qu'on les porte, dès la grossesse, parce qu'il se passe dans le système une stigmatisation, une réduction du champ des possibles de nos enfants dès le plus jeune âge. Et donc, il s'agit en fait là de prévenir en fait ce qui pourrait les détruire tout au long de leur vie. Vous dénoncez des problèmes structurels dans les quartiers populaires que sont le manque de moyens en général, j'égrène pas tous les domaines, et que la crise du Covid d'ailleurs a amplifié. On se souvient de ces files d'attente immenses à Clichy-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, pendant le confinement, quand le collectif Assez le Feu distribuait des colis alimentaires. Ils en ont distribué plus de 50 000. Ça n'est pas fini. Nos journalistes Célia Mebroukine et Youmni Kezouf sont retournés à Clichy-sous-Bois. Une fois de plus, Assez le Feu distribuait des produits de première nécessité. Cette fois, des kits d'hygiène, des couches, du lait pour bébé, des lingettes, des produits indispensables mais beaucoup trop chers pour de nombreuses familles. Une situation insoutenable pour le porte-parole du collectif, Mohamed Meshmash. Est-ce qu'aujourd'hui, vous trouvez que la situation s'est améliorée ou c'est l'inverse? Non, ça va être pire. Parce qu'à cette période-là, il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur travail, qui clairement ont été en chômage partiel. Il y a des gens qui travaillaient, qui n'y arrivaient pas à boucler les fins de mois. Comment on en est arrivé là? C'est parce qu'à la base, on n'a pas pris en compte clairement ces populations. On ne les a pas considérées, malheureusement, comme des citoyens à part entière, mais plutôt des citoyens à part. Donc on est traité comme une exception, pas comme du droit commun. Donc il y a un vrai souci, quoi. On ne porte pas la même attention que si on serait dans le 16e, quoi. Voilà. C'est juste qu'on a le droit aussi, nous, d'avoir une école digne, de pouvoir se soigner dignement, de pouvoir avoir accès à la culture dignement, à l'emploi, à la formation, ne pas être aujourd'hui stigmatisé sur le côté négatif de la chose. Il y a des choses positives qui se passent dans ces quartiers. On l'a démontré pendant la crise sanitaire avec une énorme solidarité menée par ses habitants. La précarité, elle est là. Le taux de chômage explose dans ces quartiers. Moi, je préfère qu'on mette tous les mois les chiffres du chômage plutôt que les fameux chiffres de la délinquance pour essayer tout simplement d'instrumentaliser et de faire des campagnes électorales sur le dos de ses habitants. Voilà, on n'est pas un problème, on est une partie de la solution. Pas un problème, une partie de la solution. Et aussi, je retiens une de ces phrases de Mohamed Meshmash, pas la même attention que si on était dans le 16e arrondissement de Paris, donc quartier chic pour ceux qui ne viennent pas de Paris. Vous êtes d'accord avec ça? Absolument. Enfin, c'est difficile de ne pas voir aujourd'hui dans la société française une ségrégation socio-spatiale et aussi raciale scandaleuse, massive. Donc effectivement, il y a une très très forte ségrégation. Alors effectivement, ce qui est intéressant là aujourd'hui par rapport à ce qui s'est passé pendant la crise sanitaire, c'est à l'époque le fait d'avoir applaudi, timidement, mais d'avoir applaudi ces mères qui allaient au front du Covid, les caissières, les aides-soignantes, ces femmes qui travaillent dans les hôpitaux, et les avoir applaudis comme si elles étaient des héroïnes, alors qu'en fait, en réalité, il n'y avait pas... C'était pas par héroïsme, en tout cas pas d'aller comme ça au front du Covid. En réalité, s'il y avait un héroïsme, c'est par rapport à leurs enfants, en fait. C'est pas parce qu'elles occupaient un sous-marché du travail très précarisé, en intérim, à la petite semaine, au jour le jour, et que si elles n'allaient pas travailler, en réalité, leurs enfants crevaient, quoi. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, notamment dans le 93, vers la fin de la crise sanitaire. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, ces mêmes femmes, ces mêmes personnes, en fait, sont stigmatisées par l'État, notamment par l'État Macron, à nouveau, donc, comme des parents démissionnaires, des parents sulfureux, obscurantistes, etc., alors que ce sont ces personnes-là qui vont subir les plans sociaux qu'on annonce, que c'est absolument pas au cœur du débat politique et médiatique, que ça devrait être au cœur du débat, mais que parce qu'il y a justement une tactique de la part de l'État Macron de saturer l'espace politique et médiatique, comme le disait Mohamed Meshmash, à coup de communautarisme, séparatisme, etc. On ne parle pas des conditions matérielles d'existence de ces mères et de leurs enfants. Et alors justement, le mot séparatisme, vous venez de le dire, il fera l'objet d'un projet de loi gouvernemental. C'est quoi votre définition à vous du séparatisme ? C'est une grande mascarade. Il n'y a pas de définition. Je pense que c'est de la responsabilité des organisations de gauche, des syndicats de gauche, des intellectuels, des militants, des médias, plutôt situés à gauche, de refuser ce terme, de dire ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire aujourd'hui, on est dans une période, dans une crise sociale
Et il va y avoir là des plans sociaux, une aggravation, donc je le disais, des conditions matérielles d'existence des gens, une aggravation des inégalités sociales, notamment raciales, mais pas que, des inégalités sociales de manière plus large. Et c'est une tactique de l'État Macron, donc moi je qualifie ça comme tel, c'est une tactique de l'État Macron et de tous ces bouffons du pouvoir, quoi. Enfin, c'est des gens qui agissent comme ça, des chiffons rouges, des épouvantails. Et pour moi, ça fait partie de ces chiffons rouges. Et c'est bien une tactique parce que parmi ces bouffons du pouvoir, il n'y a pas que des abrutis d'extrême droite. Enfin, bon, c'est plutôt des abrutis, mais ils ne sont pas tous d'extrême droite, c'est ça que je veux dire. Pour moi, c'est une tactique pour saturer l'espace politique et médiatique et pour empêcher, en fait, de poser la question qui devrait tous nous concerner, en tout cas à gauche, c'est la question des inégalités structurelles, c'est la question des conditions matérielles d'existence et de l'aggravation du chômage qui est déjà massif. Donc pour moi, il faut refuser ça. Refuser ce débat. Ah, il faut le refuser. Et d'ailleurs, pour moi, à gauche, je ne parle pas des militants comme moi, antiracistes ou féministes, on n'a pas grand-chose, on n'a pas beaucoup de pouvoir politique, donc on n'est pas grand-chose politiquement. Mais les syndicats, les partis politiques, ils ont du pouvoir, ils ont des réseaux, ils ont de l'argent, ils ont des adhérents, etc. Ils peuvent imposer dans l'espace politique et médiatique la question sociale. Et en renvoyant comme ça d'un revers de main, mais je vous dis, en qualifiant ça de douille, parce que séparatisme, moi je vois l'égalité, je vois ce que c'est, la justice sociale, la question de la dignité, tout ça c'est mesuré par des sociologues, par des historiens, ça s'appuie sur des luttes de plusieurs siècles. On peut travailler là-dessus, on peut discuter. Séparatisme, communautarisme, ça ne correspond à rien. Ça ne correspond pas à des oppressions, ça ne correspond pas à des luttes. Ce n'est jamais qualifié, défini précisément. C'est uniquement, encore une fois, une mascarade pour nous empêcher de poser cette question de l'égalité et donc des inégalités et pour nous empêcher d'agir. Il faut refuser ça. On vous a demandé ce qui était pour vous l'image de l'été et vous avez choisi celle-ci. Alors, je vous laisse la commenter. Oui, parce que autant je suis lucide sur la situation sociale et politique actuelle, autant je sais à quel point les gens ne se résignent pas. Ouais. Ils veulent vraiment bouger, ils veulent participer à des projets d'émancipation, des projets de libération, et pas que dans la classe populaire, dans la classe moyenne aussi. Il y a des gens qui refusent ce monde, et simplement, il y a un problème d'offre politique pour moi. Je le disais à gauche. Donc, cette photo, c'était donc à Beaumont-sur-Oise, la manifestation pour Adama Traoré, qui a lieu chaque année. Là, ça fait donc pour les 4 ans de sa mort. C'était le 18 juillet 2020. Et donc, sur cette photo, on a pu lire Génération Adama, Génération Climat. Voilà. Et ça traduit en réalité un travail, déjà le travail politique, militant, que mène le comité Adama. Il a organisé des manifestations massives en juin. Mais ça traduit aussi cette volonté de ne pas rester cantonné à son espace militant, à ses questions, et cette volonté d'aller ailleurs, en fait, de travailler ensemble. Et là, donc, puisque cette marche a été co-organisée par le comité Adama et Alternatiba, et donc Génération Adama, Génération Climat, c'est pour dire justement... nous refusons la division, nous refusons les douilles dont je parlais tout à l'heure, que met en scène l'État Macron. Nous, on veut travailler ensemble à un projet commun. On veut, et alors, il y avait l'idée de respirer. Voilà, nous, on veut respirer. Il y a une phrase que je répète à plusieurs reprises dans le livre. En tant que mère, moi, je ne veux pas que mes enfants meurent sous le poids de 3 gendarmes après un plaquage ventral. Je ne veux pas que mes enfants meurent de l'air qu'ils respirent aujourd'hui. Et justement, sur l'écologie... Vous dites dans votre livre que l'écologie, c'est un combat de classe. Oui, absolument. En tout cas, l'écologie telle qu'elle existe aujourd'hui... Elle ne s'adresse pas au quartier populaire. On reproche souvent au quartier populaire, on dit, mais il n'y a pas d'écologie là-bas, on ne se saisit pas de cette question du climat. Et vous dites, non, en fait, on ne pose pas le débat dans les bons termes pour qu'on s'en saisisse. Ah, et c'est surtout qu'on disqualifie les luttes écologistes quand elles sont portées par les classes populaires et en particulier celles qui vivent dans les quartiers populaires. C'est surtout ça le problème. C'est une entrave pour empêcher les classes populaires de se saisir de cette question-là qui est l'écologie, qui est pour moi un outil de libération. Oui, alors c'est une écologie de classe parce que malheureusement, on a une écologie que je qualifie de pavillonnaire, écologie des beaux quartiers, et qui résonne dans des termes très abstraits, très techniques, le réchauffement climatique, la question du
du nucléaire, enfin les questions qui ne sont pas accessibles pour abstraites pour des personnes qui se soucient, on l'a vu tout à l'heure, qui se soucient de ce que vont devenir leurs enfants, ce soir ou demain matin en fait. Et donc les générations futures, c'est pas 2300, c'est là aujourd'hui. Et donc, mais en même temps, je ne me résigne pas à ça. C'est-à-dire que pour moi, l'écologie n'est pas à jeter à la poubelle sous prétexte qu'elle serait une écologie de classe. Au contraire, il faut s'en saisir. Moi, je pense que vraiment, ça peut être un outil de libération pour les quartiers populaires en tout cas. Fatima Ouassak, vous restez avec nous. Est-ce que vous avez lu Mediapart ces dernières 24 heures ? Si ce n'est pas le cas, pas de panique. Il y a le 24 heures Mediapart. À lire sur Mediapart ces dernières heures, le suivi du procès des attentats de janvier 2015 à Charlie Hebdo et l'hypercachère. Bouleversant, Mathieu Sucre raconte dans son dernier papier le témoignage de la demi-douzaine de policiers ayant croisé les frères Kouachi en bas de Charlie Hebdo. 5 ans après, ils sont toujours traumatisés. Du sport sur Mediapart, mais pas que. Le journaliste Jean-Louis Letouzet est sur la route du Tour, mais pour parler social plutôt que coup de pédale. La route sociale donc du Tour, c'est tous les jours sur Mediapart. Vous pouvez repérer les étapes avec notre carte interactive. 16e étape à Lens en Vercors où une association d'habitants se débrouille pour offrir un toit aux mineurs et familles de migrants. Enfin, dans le club, un appel pour la vague de répression qui touche le monde du travail. Liste non exhaustive, SNCF, RATP, La Poste, les EHPAD, Pôle emploi, l'Éducation nationale, les universités. L'État maltraite ses fonctionnaires et ses salariés. C'est ce que dénonce le texte. Ce billet est en accès libre, tout comme cette émission, mais pas le reste du journal, qui ne vit que grâce à ses abonnés. Je ne le répéterai jamais assez. Si vous le pouvez, abonnez-vous à Mediapart. Merci Fatima Ouassak d'être passée dans À l'air libre. Votre livre, La puissance des mères, à la découverte et dans toutes les bonnes librairies. Est-ce que vous êtes une mère puissante ? Ah oui, absolument. Absolument, très bien. Alors, bonne soirée. Merci d'être passé chez nous. Merci. Bonne soirée à vous qui nous regardez. À demain, même heure, même endroit, 19h. Et donc sur mediapart.fr. À demain.